20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24 dans un instant. On va plus loin avec Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir. David Delos, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir également. Bonsoir. Et Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. L'optimisme affiché une fois de plus par Donald Trump sur l'Ukraine. Un accord entre Kiev et Moscou est proche, selon le président des États-Unis, alors que des négociations ont lieu entre Russes et Américains à Abu Dhabi. Et dans le même temps, Emmanuel Macron, qui lui réunissait la coalition des volontaires, ne voit pas de volonté russe pour un cessez-le-feu. Emmanuel Macron qui annonce la création d'un service militaire volontaire, mais de préciser, pas question d'envoyer nos jeunes en Ukraine. En pleine négociation de paix, on va y revenir dans un instant, la Russie et l'Ukraine ont chacune fait état de frappes massives sur leur territoire la nuit dernière. 3 morts et 8 blessés à Rostov, dans le sud de la Russie. 7 morts et 19 blessés recensés à Kiev. Les précisions depuis la capitale ukrainienne avec notre correspondant Gulliver Krag. Alors, l'Ukraine envoie des drones pour frapper des cibles en Russie désormais depuis le mois d'août quasiment toutes les nuits. Et la Russie aussi frappe des cibles en Ukraine quotidiennement, mais avec des envois de drones et de missiles en petit nombre. Les frappes qu'on appelle massives ont lieu à un intervalle de plus ou moins une semaine. Parfois c'est un peu plus d'une semaine, parfois c'est un peu moins. Et c'est bien une attaque massive qu'on a vue hier, concentrée sur les villes de Kiev et de Odessa, dans le sud de l'Ukraine. 22 missiles ont été utilisés selon Volodymyr Zelensky et plus de 460 drones. Il faut comprendre, tous ces drones ne sont pas forcément des drones de frappe. Il y a aussi des drones de surveillance et des drones qui sont là pour détourner l'attention des systèmes de défense solaire ukrainiens. Mais en tout cas, des frappes destructives et meurtrières, 7 morts à Kiev et des dégâts à nouveau sur le système d'électricité en Ukraine. Vous voyez peut-être autour de moi, il n'y a pas beaucoup de lumière. La lumière que vous voyez est fournie par des groupes électrogènes. Tout de même, la compagnie d'électricité promet que ce soir, l'électricité dans ce quartier sera rétablie et les coupures de courant devraient être un peu moindres dans les jours qui viennent que dans les jours précédents, ce qui indique qu'ils n'ont pas eu peut-être autant de succès qu'ils espéraient, les Russes, cette nuit-là, pour ce qui est des frappes sur les centrales électriques et les systèmes de distribution d'énergie. Mais en tout cas, l'hiver s'annonce extrêmement difficile pour l'Ukraine. Là, on est encore au-dessus de zéro. Quand les températures vont baisser, la demande d'électricité va s'accroître. Et si les frappes continuent, ça va être encore plus difficile de fournir les besoins du pays. Ces frappes sur l'Ukraine, Patricia, comment les interpréter ? Est-ce que c'est un avertissement de la part de la Russie ? C'est la poursuite de sa stratégie, c'est-à-dire que le président russe n'a pas l'intention d'arrêter ces frappes. Elles sont massives, comme l'a très bien dit votre correspondant, et régulières, massivement. Et tout ça, c'est un message envoyé aux Ukrainiens, un message envoyé aux Européens et un message envoyé aux Américains, puisque plus le président américain semble faire preuve de bonne volonté, moins le dirigeant russe semble aller dans son sens. Le président russe, je crois, a totalement compris, parfaitement compris comment fonctionnait Donald Trump. Il ne lui fait absolument pas confiance parce que je crois qu'au fond de lui-même, il reste un homme du KGB, un homme empli de cette idéologie qu'il a héritée de temps passés pourtant. Et cette idéologie, c'était de dire l'Amérique est notre ennemi. Alors là, pour l'instant, il a quelqu'un un peu strange, j'ai envie de dire, si vous me permettez d'utiliser ce mot, mais il ne fait pas confiance à l'Amérique en tant que telle, aux États-Unis. C'est un bloc dont il se méfie. Donc, le président Trump a beau lui offrir, et on va revenir dessus, un espèce de cadeau en fin de semaine dernière, il sait que de toute façon, ce cadeau, il ne l'en veut pas comme tel. Je veux dire, ce qu'il veut, c'est ce qu'il lui a présenté en Alaska. Et dans le plan en 21 ou 28 points, là, c'est pas totalement l'Alaska. Il y a des petites choses qui sont pas complètement satisfaisantes non plus pour les Russes. Une logique jusqu'au boutiste, David ? On peut dire ça comme ça, effectivement. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine avait promis d'intensifier ses frappes si Kiev ne signait pas ce plan. Il a tenu promesse sur le terrain. C'est assez logique de la part, effectivement, d'un Vladimir Poutine qui rêve, effectivement, du retour de la grande Russie, d'un empire
avec la possibilité pour lui, et il sent qu'il y arrive sur le terrain, de repousser ses frontières à l'est pour grignoter du terrain. Il a déjà annexé la Crimée, il veut avoir le Donbass. Dans le plan que Donald Trump a présenté, ce fameux plan en 28 points, le compte n'y est pas pour lui, et effectivement, il veut aller encore plus loin et pousser son avantage, parce qu'en ce moment, c'est vrai que l'armée ukrainienne, elle connaît des difficultés sur le terrain. Et on a face à cela un Donald Trump qui se veut assez confiant. La Maison-Blanche, dans la journée, disait qu'il y avait encore des détails délicats, mais pas insupportables, c'est autre chose, insurmontables, pardon. On a Donald Trump qui dit ce soir qu'il est proche d'un accord, bon, comme souvent, on a envie de dire. Et pourtant, ce plan, vous l'avez dit, il n'est clairement pas favorable à l'Ukraine, aux Ukrainiens. Les 28 points, on le sait, qui ont été parfois même des points complètement traduits, ou comme par l'IA de propositions russes, mais il y a des choses qui ne vont pas. Mais alors, modifier après une rencontre entre les Ukrainiens, les Américains et les Russes dans les Émirats, enfin à Dubaï, modifié et devenu un autre plan en quelque sorte, eh bien alors là, ça plaira encore moins effectivement au président russe. Mais qu'est-ce que veut Donald Trump ? On s'y perd parce qu'un jour, il va dans un sens en disant finalement on va se mettre d'accord pratiquement avec les Européens, etc. Et le lendemain, hop, il repart complètement dans le sens russe. Je crois que le président Trump, sans faire de la psychologie de bas étage, et votre correspondant à New York, à Washington, nous le dira sûrement encore mieux, est tiraillé entre deux modèles. Le modèle d'être un Poutine américain. C'est-à-dire, va-t-en guerre, aller faire la guerre au Venezuela, traiter l'Europe comme vassaux. Et fort. Voilà, l'homme fort, puissant, etc. Et puis l'autre modèle, c'est l'anti-Obama, mais avec le prix Nobel comme Obama, l'homme de la paix. Et donc, et alors sa diplomatie est à l'image de cette dualité qui le transperce. Il a deux modèles. Et qu'il n'aime ou n'aime pas, mais il a deux modèles. Le modèle de la paix Obama et le modèle Poutine. Et donc, sa diplomatie, c'est ça. Un coup, on est Obama, un coup, on est Poutine. Et face à cette dualité, il y a un président ukrainien qui ne sait pas vraiment comment danser, finalement, parce qu'il doit, lui, mettre les limites à ne pas franchir, et dans le même temps, il ne peut pas non plus se mettre complètement à dos les États-Unis. Alors, c'est vrai, mais j'ai l'impression que Volodymyr Zelensky, depuis la fameuse scène de février où il s'est fait tancer par Donald Trump et J.D. Vance dans un salon de la Maison-Blanche, j'ai l'impression que Volodymyr Zelensky a commencé à apprendre son Trump un peu par cœur et sans accent. Il commence à voir comment il faut traiter avec le président américain. Quand il y a encore quelques jours, Donald Trump a accusé les Ukrainiens d'être ingrats avec les Américains, vous noterez que Volodymyr Zelensky est resté très calme et qu'il a remercié la Maison-Blanche pour son action, qu'il a remercié Donald Trump pour son intercession, et que du coup, il n'a pas donné prise à quelques remontrances que ce soit, en se disant « je laisse passer l'orage, je fais le dos rond et j'attends que les choses se calment pour ensuite aller voir le président américain » qui, et là je suis assez d'accord avec Patricia, a une tendance à donner raison au dernier qui a parlé. Et donc du coup, Volodymyr Zelensky, je pense qu'il va surfer sur cette vague-là en se disant je vais aller voir Donald Trump à Washington et je vais essayer de le convaincre du bien fondé de ma cause. Ouais. Mathieu Mabin depuis Washington, bonsoir. Ce que disait David à l'instant, ce Donald Trump, et Patricia aussi, ce Donald Trump un peu Dr Jekyll et Mr Hyde finalement, dont on ne sait pas forcément les bonnes intentions, qui en tout cas ce soir se dit très optimiste, finalement c'est du Trump tout craché, encore une fois. Oui, mais effectivement, encore une fois, d'abord bravo à Patricia et David pour toutes les choses justes qui viennent d'être formulées. Je crois que si je peux ajouter quelque chose, je dirais que finalement la guerre en Ukraine n'intéresse pas tellement Donald Trump. La seule chose qui intéresse Donald Trump dans ce dossier, c'est effectivement de pouvoir accrocher l'Ukraine au palmarès de ces conflits qu'il aura interrompus, qu'il aura arrêtés. C'est une opportunité pour lui de se poser effectivement en faiseur de paix. Ça relève de l'obsession pour lui. Maintenant, effectivement, on a vu Donald Trump alterner entre les postures successives, postures d'agressivité, jusqu'à
récemment lorsqu'il envoyait des mots extrêmement durs à Vladimir Poutine. On se souvient avant cela de la connivence décrite par Donald Trump qui l'unissait à Vladimir Poutine. Le tout effectivement teinté d'une forme d'admiration pour la manière dont Vladimir Poutine pilote son pays, la Russie. Cet alternat est effectivement un peu déconcertant pour un observateur rationnel, ce que nous essayons de demeurer. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile. Maintenant, il y a une réalité, c'est que ce plan en 28 points, clairement, avant même que des parlementaires américains remarquent qu'il aurait pu être rédigé par des Russes. Ce plan, effectivement, ressemblait beaucoup plus à un plan russe qu'à un plan américain. En réalité, il était le résumé du texte de capitulation sans condition de l'Ukraine face à la Russie. Alors évidemment, il a évolué après Genève, après que les Européens aient pondéré tout cela. On va voir ce qui ressort de manière définitive d'Abu Dhabi, mais il y a quand même un point central dont on est obligé de parler. C'est que la seule chose qui intéresse les principaux concernés, qui sont quand même les Ukrainiens, ce sont eux qui meurent en masse. Ce qui préoccupe d'abord Volodymyr Zelensky, c'est l'intégrité territoriale ukrainienne. Or, là-dessus, il n'y a strictement aucun espoir de voir un accord poindre. Il est inimaginable aujourd'hui que Volodymyr Zelensky, et j'irais même jusqu'à dire, sans me prendre pour le correspondant à Kiev, que le peuple ukrainien n'acceptera pas de voir son pays amputé de 20%. Dès lors qu'on en sera là, il est difficile d'imaginer un accord de paix, vous me l'accorderez. Alors Donald Trump qui fait savoir ce soir que son émissaire Steve Witkoff rencontrera Vladimir Poutine à Moscou, alors sans donner de date. Donald Trump qui assure aussi qu'il ne verra pas en revanche Volodymyr Zelensky. Patricia, c'est ce qui pourrait ressortir de ces négociations qu'on a dit secrètes mais qui ne le sont plus vraiment entre Russes et Américains à Abu Dhabi? Je crois que c'est excessivement difficile de dire qu'est-ce qui va sortir, peut-être rien. Hein, et peut-être quelque chose. En ce moment, on est dans le flou le plus total. Les Européens, ce qui est intéressant, s'organisent quand même de leur côté. On a vu la coalition des volontaires, ils vont faire effectivement un comité Théodule, j'ai envie de dire, parce que le mot est à la mode, avec les Anglais, les Turcs, les Français, etc. Et avec un peu les Américains qui seraient intégrés pour parler des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Votre correspondant à Washington a totalement raison. Les Ukrainiens ne peuvent rien signer sans avoir des garanties de sécurité. Enfin, je veux dire, ça serait... parce que il faut savoir que Poutine se nourrit de la guerre. On dit il a envahi en 2008 la Géorgie. Mais non, mais avant, il y avait eu la guerre en Tchétchénie, une guerre de guerre. Enfin, c'est un homme qui vit de la guerre, en quelque sorte. Il se maintient au pouvoir par la guerre. Donc, pourquoi il s'arrêterait-il une fois qu'il aurait signé un faux plan de paix avec l'Ukraine? Il ne s'arrêtera pas. Donc, effectivement, les Européens ont tout intérêt à se préparer et ce temps qui est là en ce moment, eh bien, nous donne aux Européens les moyens de se réarmer et peut-être aussi de parler de ces fameux emprunts russes que les Américains voulaient en quelque sorte s'en emparer. Et là, apparemment, aujourd'hui, les Européens ont dit non, on va s'en occuper des fameux emprunts, enfin des avoirs russes bloqués sur des fonds en Belgique. On va y revenir effectivement, mais sur ces négociations secrètes, la lecture qui peut aussi en être faite, parce qu'on a vu qu'avec ce plan américain, et Patricia le disait, les Européens ont été mis de côté, même s'ils ont essayé de rattraper un peu la voiture en marche. Mais ça dit quoi? C'est quoi le message envoyé par les États-Unis avec ces négociations direct. Les États-Unis mettent encore une fois de côté les Européens, ça très clairement. Sauf que on notera qu'après la sidération de vendredi, quand ce plan en 28 points est tombé de nulle part, on s'est dit qu'effectivement les Européens allaient regarder les trains passer sans pouvoir réagir. Mais ils ont réussi à mettre le pied dans la porte, à s'inviter à Genève et à amender le plan en 28 points présenté par Donald Trump. Donc c'est déjà... Et ce que refuse Moscou. Ce que refuse Moscou, ça on est d'accord. Mais Moscou c'est un autre problème. Mais le fait d'avoir pu mettre le pied là, c'est déjà en soi un point positif. Alors effectivement, à Abu Dhabi, il n'y a pas d'Européens qui soient présents. En revanche, on sent bien que
les Ukrainiens vont y aller. On parle de la présence du chef des renseignements ukrainien qui serait sur place pour rencontrer le secrétaire à l'armée américain. Ils vont y aller en étant sûrs d'avoir le soutien de l'Europe, de l'Occident, de la coalition des volontaires, ce que n'a pas manqué de rappeler Emmanuel Macron, qui est en quelque sorte le porte-parole de cette plateforme qui réunit tous les alliés de l'Ukraine. Alors je corrige ce que je disais tout à l'heure, Donald Trump a assuré qu'il ne verrait Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qu'une fois qu'un accord serait conclu, je précise, par rapport à ce que je disais. Ça, c'est une façon aussi de remettre peut-être le chariot à la bonne place par rapport oui, on ne peut pas signer un plan de capitulation tant qu'il y a des combats. Il faut d'abord un cessez-le-feu. C'est une marche en arrière aussi, ça veut bien dire que ça ne marche pas. Parce que quand il dit « je les verrai que quand », ça veut bien dire que donc, d'abord... que l'accord qui est proche n'est pas si proche. L'accord n'est pas aussi proche de Thanksgiving. Apparemment, la dinde sera peut-être un peu froide. Ce ne sera pas le cadeau de Thanksgiving. Pour ce qui est de ces tractations à Abu Dhabi, qu'en pensez Mathieu Mabin depuis Washington ? Alors, j'ai échangé il y a encore quelques minutes avec des membres du département d'État qui sont braqués sur Abu Dhabi, effectivement, depuis le début de ces négociations. Très peu de choses filtrent en réalité, mais je voudrais revenir sur l'un des points qui a été amendé, notamment grâce effectivement à l'intervention forcée des Européens à Genève. C'est sur le volume de l'armée ukrainienne. On sait que Moscou milite pour une démilitarisation de l'Ukraine, ce qui serait quand même assez énorme. Il a d'abord été question de 400 000 hommes, puis de 600 000, et visiblement, il y aurait une forme d'accord autour de 800 000, mais tout ça reste encore à confirmer, et finalement, lorsque les négociations d'Abu Dhabi seront terminées, on sera enfin fixé. Mais je dirais que, encore une fois, ce sont des négociations de surface. On n'est pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est d'abord que les canons arrêtent de parler, que la ligne de front soit figée. Et pour qu'elle soit figée, il faudra de toute façon une force qui garantisse d'empêcher la reprise des combats. Et on pensait évidemment à une force européenne, comme cela a pu être évoqué par le passé, une force qui servirait l'intention de cette coalition des volontaires. Maintenant, qu'il s'agisse de 400 000 hommes ou 800 000 hommes, vous savez, l'Ukraine tout entière est en guerre. Tous les hommes en âge de combattre sont concernés par le conflit. Alors il ne sera pas très difficile pour Volodymyr Zelensky de siffler effectivement une fin temporaire du match en renvoyant une part des hommes à la maison avec leurs armes, comme ça existe dans beaucoup de pays, notamment en Suisse, pour ne citer que celui-là, puisqu'on parlait de Genève, des hommes en armes à la maison qui seront prêts à rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne si un cessez-le-feu venait à être rompu. Donc encore une fois, ne nous laissons pas distraire par ces questions qui restent absolument secondaires à côté du seul sujet qui compte, l'intégrité territoriale ukrainienne. Et puis, derrière cela, si hypothétiquement les Européens venaient à renoncer à cette intégrité territoriale ukrainienne, alors ce serait finalement une forme de feu vert à une prochaine offensive russe, et cette fois sur les contreforts de l'Europe. Alors il en a été question de cette intégrité territoriale, en tout cas Emmanuel Macron qui parrainait cette coalition des volontaires en visio aujourd'hui a insisté sur le fait que c'était effectivement important. On va écouter le président français, on en reparle juste après. Nous avons quelques lignes simples. D'abord, nous devons continuer de mettre la pression sur la Russie pour qu'elle veuille négocier. Ce sont nos sanctions, les sanctions américaines qui rentrent en vigueur. Ensuite, nous devons continuer de soutenir l'Ukraine avec force, ce que nous avons fait lundi dernier quand le président Zelensky est venu à Paris. Troisième chose, il faut continuer les discussions de paix. En ce moment même et aujourd'hui, les Américains, les Ukrainiens, les Russes ont pu, à un niveau technico-politique, discuter des conditions et avancer sur le plan de paix. Ce sont des choses importantes. Nous soutenons tous la volonté d'un plan de paix, donc il faut continuer ce travail. Alors, il y a la question de l'intégrité territoriale, des garanties de sécurité, et puis il y a aussi la question des avoirs russes qu'on évoquait tout à l'heure en filigrane avec Patricia Lémonière, parce que Donald Trump qui voulait se les mettre de côté, on va dire, hors de question évidemment pour les Européens. Ah ben non, puisque effectivement c'est quand même des avoirs qui servent de levier face au Kremlin. C'est un des seuls leviers qui fonctionne. On parle quand même de quelques 210 milliards d'euros de la Banque centrale
russe, immobilisé juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, effectivement, dans le point numéro 14 du plan de Donald Trump, il était question que les États-Unis et la Russie récupèrent une grosse partie de cette somme pour financer des projets plus ou moins liés à la reconstruction de l'Ukraine. Forcément, les Européens sont vent debout. Pour Emmanuel Macron, qui l'a martelé ce matin, c'est aux Européens de décider de l'usage de ces actifs, et ça, je crois qu'ils ne vont pas en démordre. Mais ceci dit, il faut se décider et donc s'accorder, parce qu'il y a quand même des points de friction à l'intérieur de la coalition, parce que utiliser les avoirs russes gelés, ça demande des dispositifs légaux qui pour l'instant n'existent pas, et ce vide juridique, ça inquiète un petit peu la Belgique. C'est parce que c'est en Belgique qu'il y a la plus grosse partie de cette somme, et pour le gouvernement belge, ce serait injuste de payer les pots cassés et de subir des représailles russes si jamais ça devait arriver. Donc du coup, pour l'instant, Bruxelles freine des quatre fers, mais devra résister à la pression des autres pays européens, parce qu'on est en période de disette budgétaire, il faut quand même le rappeler, et avoir une petite manne comme ça dans laquelle on peut puiser, ça pourrait faire pas mal de bien aux économies européennes. Alors là, je crois qu'ils vont se mettre d'accord. On va arriver à trouver une solution où, sans puiser dedans, on va faire un emprunt basé en quelque sorte, garanti en quelque sorte par ces emprunts, à condition effectivement que tous les pays participants à cet accord remboursent au cas où. Rembourse la Russie au cas où. Et à ce moment-là, si tous les pays remboursent en fonction d'un quote-part, les Belges seront beaucoup plus décontractés, si vous voulez. Donc il faut s'assurer de la légalité, mais je tiens à vous préciser que Donald Trump ne s'embarrassait pas de la légalité quand il fait cette proposition. Nous en embarrassons. Mais pas Donald Trump. Donc, à un moment donné, les Européens vont peut-être arrêter d'être totalement bisounours et se dire, si on respecte le droit en trouvant des artifices, et si tout le monde s'accorde à soutenir les Belges en cas de nécessité de remboursement à la Russie, eh bien, on pourrait y aller. Mais il faut, à un moment donné, qu'il y ait des déclics qui se passent dans la tête. Parce que, si vous voulez, les Européens, comme sur ce plan en 28 points, c'est pas eux qui ont proposé un plan. On réagit à un plan. Et chaque fois, on est dans la réaction, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, un homme impose effectivement par sa force, aussi militaire et autres, sa loi, mais ceux qui résistent, on l'a vu, de par le monde, se font respecter par Trump. Il ne respecte que les forts et les autres, il veut les vassaliser. Donc il faut savoir si on va être un peu plus fort que des vassaux. Il semblerait qu'il y ait un demi-déclic qui ait commencé à se déclencher, parce que Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure qu'un mécanisme allait être finalisé dans les jours à venir. Et il faut faire vite, parce que dans 3 semaines, il y a un sommet européen sur cette question-là, et il faudra avoir décidé à ce moment-là de se mettre d'accord pour pouvoir utiliser cette manne financière. Parce que l'Europe manque terriblement d'argent pour soutenir l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de 136 milliards pratiquement pour l'année prochaine pour ses besoins. On n'a plus d'argent. Alors l'Europe, il faudrait qu'elle réemprunte sur les marchés. Elle a déjà emprunté. C'est pas possible. Et c'est dans ce contexte qu'on va passer à la suite, qu'Emmanuel Macron rapidement compte annoncer officiellement jeudi la création d'un service militaire volontaire, celui-ci, 30 ans après que la conscription a été supprimée par Jacques Chirac. Mais le président français compte rassurer, il ne s'agira pas, je cite, d'envoyer nos jeunes en Ukraine. Plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir. Monsieur le Président... Mais c'est donc, vous voyez bien, totalement délié, et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n'est pas du tout le sens de cette affaire. David Delos a un service volontaire pour quoi faire ? Alors, pour faire lien entre la nation et les forces armées. C'est en tout cas ce que nous explique le président français. Oui, effectivement, ça correspond à une demande des généraux, du commandement armé, parce qu'il faut reconstituer une masse critique de personnel pour faire face aux menaces à venir. Les militaires, ils nous disent bien qu'il y a la menace russe, c'est vrai, mais c'est l'expression la plus visible de toutes ces menaces extérieures qui pèsent sur la France.
toutes les crises sont imbriquées, elles s'alimentent les unes les autres. Donc pour l'exécutif, il y a une sorte de nécessité à reconstituer une capacité de dissuasion crédible. Et je le disais, ça correspond à une demande du commandement militaire qui voit, à cause de la professionnalisation de l'armée depuis une trentaine d'années, ces forces vives disparaître. Donc on peut comprendre qu'effectivement aujourd'hui, la France ait besoin peut-être de mobiliser les jeunes pour leur donner un peu plus le goût du pays. Alors, c'est à souhaiter que ça marche plus que la mouture précédente. Le service national universel, le qui n'a SNU. pas fonctionné. Et qui a coûté très cher, Et qui a d'ailleurs. coûté très cher. Alors là, celui-ci va aussi coûter très cher. Il faut des bases aussi pour prendre tous ces gens-là. On a fermé toutes nos bases. Il faut des gens pour les former. Nos soldats sont en général très occupés. Ils sont pas assez nombreux. Donc tout ça va poser quand même pas mal de problèmes. Mais il est vrai que tout ça rentre dans une perception globale de la nation et une espèce de sensibilisation de la nation à sortir de notre phase herbivore, comme avait dit le président français. Nous sommes des herbivores face à des carnivores. Et il faut bien que nous rentrions dans un monde de carnivores. Alors, dans un monde de carnivores, il faut que la jeunesse parle de la guerre et pense que la guerre est une possibilité. Ce n'est pas une réalité, c'est une possibilité. Et moi, je suis assez frappée dans les maisons aujourd'hui. Moi, je veux dire, avec mes enfants, je n'avais jamais parlé de la guerre. Ils ont la trentaine. Ils s'interrogent là-dessus. Est-ce qu'on irait le faire? Est-ce qu'on s'engagerait? C'était inimaginable, ça, il y a encore 2 ans. Donc, ça prouve qu'il y a bien un changement de mentalité et qu'il y a aussi un clivage, malheureusement, qui naît de ça dans la société française entre ceux qui sont contre les bisounours ou les pseudo-bisounours et les autres. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patricia Lémonière. Merci également à David Delos et à Mathieu Mabin depuis Washington. On va plus loin, c'est à retrouver sur france24.com. Moi, je vous retrouve dans un instant avec la suite de l'essentiel. Et en ce 25 novembre, jour de lutte contre les violences faites aux femmes, on s'intéressera au masculinisme qui prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. À tout de suite.